progrès dans l'enquête sur l'explosion du Boeing de la TWA. Les boîtes noires ont enfin été retrouvées. Une cérémonie du souvenir à Paris en mémoire des victimes des attentats de l'été dernier. Le coup d'État au Burundi, les intempéries dans les Alpes et une médaille, une de plus. C'est la 17e pour l'équipe de France. Elle est en argent et elle est signée Philippe Hermenot. Il l'a gagnée, vous le voyez, en finale de la poursuite individuelle sur piste en s'inclinant devant l'Italien Colinelli. Une moisson de médailles qui vaut aux Français ce soir les félicitations de Jacques Chirac. Madame, Monsieur, bonsoir. L'enquête sur l'explosion du Boeing de la TWA a sans doute fait un pas en avant avec la découverte des boîtes noires. Leur décryptage prendra quelque temps, mais il pourrait permettre de trouver une explication à cette catastrophe qui a fait 230 morts, dont 48 Français. La nouvelle, en tout cas, est arrivée à point pour des familles, vous les entendiez hier, excédées des lenteurs des enquêteurs américains et qui recevaient aujourd'hui la visite de Bill Clinton en personne. Bill Clinton qui, au cours d'une conférence de presse, a annoncé qu'il allait renforcer les mesures de sécurité sur les aéroports américains pour renforcer la sécurité dans les avions. Le reportage de nos envoyés spéciaux sur place aux États-Unis, Patrice Romden et Alain Locaccio. Les services de sécurité sont sur les dents, pas de doute, on attend le président. Mais personne à l'extérieur ne verra Bill Clinton. Seul importe les familles et c'est par une porte dérobée que le président américain les rejoint. D'abord, les condoléances d'usage, traduites en français et en italien. Ensuite, le président rencontre les familles une par une. Chacun pose ses questions. Le frère de Marcel Dady est l'un des premiers à aborder Bill Clinton. Je suis allé auprès de lui et je lui ai posé la question directement. Et je lui ai dit qu'est-ce qu'il comptait faire pratiquement pour aider à retrouver cela. Alors il m'a dit que dans l'immédiat, l'urgence était de trouver la localisation essentielle, principale de l'épave, et qu'à partir de ce moment-là, il pourrait mettre beaucoup plus de moyens pour remonter les corps rapidement, etc. Alors j'attends pour voir, et nous attendons tous pour voir. Je crois sincèrement que s'il s'est déplacé, s'il a fait déplacer autant de personnes, s'il y a une mobilisation à ce point, je suis convaincu qu'il fera le nécessaire et les efforts pour ça. Pour une heure, pour un jour, pour une semaine, voilà les familles réconfortées, même si pour chacun persiste une question, repartirai-je un jour avec le corps de celui ou de celle que j'aime? Sur place à Long Island, les recherches se sont accélérées, les moyens mis en œuvre par la marine américaine sont beaucoup plus importants. Philippe Gassot. Le quadrillage, qui a certes pris du temps, a permis de remonter les boîtes noires. Pour cela, il a fallu depuis la surface repérer ce que l'on appelle ici le champ de débris, positionner au-dessus les bâtiments, jeter les ancres et en tirant sur les chaînes, être dans la position exacte d'opération. Les plongeurs auraient découvert les boîtes noires un peu par hasard, disent les enquêteurs, en cherchant les corps, ce qui est la priorité des priorités. Disons plutôt que les recherches ont été menées de front. L'une des boîtes est endommagée, son signal de repérage est hors d'usage. L'autre n'émettait que faiblement, masqué sous des amas de débris. Les enregistreurs de vol vont être analysés à Washington et l'affaire, si elle devient criminelle à la lumière des paramètres enregistrés, deviendra politique. Les boîtes noires sur lesquelles on fonde beaucoup d'espoir pour connaître les causes du drame devraient livrer leurs secrets demain si elles ne sont pas trop endommagées. Alors justement, selon le directeur de la sécurité aérienne qui vient de l'annoncer, les boîtes noires sont relativement saines et sèches. Elles n'ont subi que de légers dommages. Leur décryptage pourrait donc être riche d'enseignements si toutefois les derniers moments du vol ont été enregistrés, ce qui ne serait pas le cas, en croire un journal, le New York Times. Les explications de Romuald de Bonan. Voici les deux boîtes noires du vol 800 de la TWA. Deux boîtiers orange vif en fait, une couleur plus facilement repérable pour les recherches. Les couvercles ont été découpés pour extraire les bandes magnétiques qu'ils contenaient. Théoriquement, sur ce matériel, toutes les données du vol ont été enregistrées. Selon ce représentant du bureau américain de la sécurité aérienne, les boîtes noires sont en bon état et les spécialistes tentent actuellement de les faire parler. Chaque avion dispose de deux types de boîtes noires, véritables espions placés en queue d'appareil. La première garde en mémoire les paramètres de vol, altitude, cap, fonctionnement des gouvernes, des réacteurs, etc. Rien ne lui échappe. Elle permet de reconstituer, par calcul informatique, les événements seconde après seconde et de simuler les raisons du drame sur ordinateur. La seconde, comme un simple magnétophone, enregistre tous les sons émis dans le cockpit. Conversation de l'équipage, mais aussi déclenchement d'éventuelles alarmes ou vibrations des moteurs. Seul inconnu pour le moment, le contenu précis de ces bandes, car si les enregistrements ont bien fonctionné, ont-ils pu capter les quelques secondes qui ont précédé la catastrophe? Des instants très précieux pour le travail des enquêteurs.
Alors Patrice Romnen, vous êtes à New York où vous suivez les familles françaises depuis le début. Il semble que cette visite de Bill Clinton les ait un peu apaisées, d'autant qu'on a appris que Anne-Marie Idrac, la secrétaire d'État au transport, était partie elle aussi pour New York pour voir ses familles. Oui, je crois que les familles françaises avaient besoin de savoir que l'on se préoccupe de leur sort au plus haut niveau. Et tout à l'heure, à Bill Clinton, elles ont posé des questions précises. Côté français, pourquoi pas de coopération entre la France et les États-Unis? La technologie française peut aider, disent certaines familles. Elles voulaient aussi exprimer leur amertume de découvrir les informations importantes à la télévision. Elles sont choquées, elles estiment être devoir prévenu avant que l'information soit diffusée à la télévision. Ça a été le cas pour les boîtes noires et cela a quelque peu réconforté ces familles françaises qui sont par ailleurs très entourées. La TWA, le consulat, la Croix-Rouge sont autour d'eux, leur dispensent chaleur humaine, disponibilité, présence, mais pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les corps et ils attendent. Pour l'heure, les chiffres sont les suivants: 116 corps repêchés et 98 identifiés. Merci Patrice. Il y a un an, jour pour jour, une bombe explosait dans le RER à la station Saint-Michel, le premier et le plus grave des attentats qui allaient secouer la France l'été dernier. Aujourd'hui, une cérémonie du souvenir était organisée à Paris. Pascal Doucet-Bon. La plaque est sobre, comme l'ont voulu les familles des victimes. Et leur appel a été entendu depuis le début de la matinée. Il était simple: venez avec vos fleurs, quelles que soient vos opinions ou votre religion, que vous ayez connu les victimes ou pas. Dans ce quartier, malheureusement, j'ai été arrêtée par les Allemands au Café Le Maillot, en haut du boulevard. Et j'ai été en camp de concentration après ça. Donc, les morts du nazisme sont mes morts, mais ceux-là sont les miens aussi. Et puis le jeune de 17 ans, je le connaissais. Le jeune de 17 ans qui est décédé. Je le connaissais très bien. Voilà, c'est pour ça. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, le ministre des Transports, Bernard Pons, ainsi que Jean Tibéry, maire de Paris, sont venus se recueillir. Pas de déclaration. La journée appartenait aux familles et aux victimes, et à elles seules. Pour ceux qui étaient dans la rame ce jour-là, comme pour ceux qui ont perdu un proche, revenir ici est forcément une épreuve. Je me sens beaucoup plus vulnérable aujourd'hui comme le fameux jour. Je ressens même les douleurs physiques que j'ai eues ce jour-là qui sont très aiguës aujourd'hui. Le glas de Notre-Dame. D'habitude, il est réservé au chef de l'État, mais les familles l'ont demandé et obtenu, afin que nul n'oublie, même dans plusieurs mois, même si l'on n'est qu'un passant pressé dans les couloirs du RERB. Sur cet attentat qui a fait 8 morts et 92 blessés, personne pour l'instant n'est officiellement mis en cause dans l'enquête, même si la police est persuadée de la présence de Khaled Kelkal à Paris la veille de l'explosion. Pour les victimes, le traumatisme, lui, est profond, un an après les faits, comme le montre ce reportage de Michel Fine et André Germain. Sébastien était dans le wagon numéro 6 du RER à Saint-Michel le 25 juillet. Il était à 1 mètre de la bombe lorsqu'elle a explosé. Devant lui, il y avait une jeune fille. C'est elle qui a reçu de plein fouet le souffle de la déflagration. Il n'a pas pu la sauver. Mettre mes yeux là sur sa main et sur ma main en train de se rapprocher, et puis les deux mains en train de se rejoindre, de se serrer l'une contre l'autre, et puis moi essayer de tirer. Et puis ça a lâché à un moment donné. Qui a lâché? Je me sens coupable. Je suis coupable. Restez avec la pensée. Cette nouvelle thérapie à base de mouvements oculaires permet d'effacer les souvenirs les plus traumatisants. Au bout d'une demi-heure de séance, ça disparaît. Je n'arrive plus à... Et limite, là, je me force presque à y penser. Avant d'arriver dans ce centre de psychothérapie, Sébastien a fait une tentative de suicide. Pendant 6 mois, il a pris des médicaments. Pendant 6 mois encore, il ne s'est plus soigné. Moi, j'ai grandi avec une personnalité jusqu'au 25 juillet. Et par contre, depuis le 25 juillet, on m'a donné une autre personnalité. Qui ont? L'accident. Et ceux qui ont commis l'accident. La personnalité que j'ai eue, je ne l'ai pas demandé. Je suis devenu agressif. J'ai pas voulu de devenir agressif. J'étais même, à un moment donné, presque devenu une machine à tuer. Mais c'est normal, ça fait partie aussi des phénomènes de deuil et des phénomènes de survie. Il y a plusieurs manières de survivre à une attaque. Et la violence, c'est se défendre pour survivre. Il faut sortir cette colère et cette violence et cette haine. Absolument, on ne peut pas la garder, sinon on la retourne sur soi.
Il aura fallu plus de 6 mois avant que Sébastien ne retourne dans le RER. Il lui faudra encore beaucoup de temps pour parvenir à retrouver un équilibre. Et après l'explosion d'un immeuble à Marseille, 2 nouveaux corps ont été extraits des décombres aujourd'hui. Une jeune étudiante de 28 ans est encore portée disparue officiellement, même si on espère qu'elle se trouve en ce moment en vacances en Angleterre. Les intempéries dans les Alpes, à Bourg-Saint-Maurice et à Chambéry. Dans ces 2 villes, la décrue est amorcée. Le soleil était revenu cet après-midi. Mais la nuit dernière, 2000 personnes ont dû être évacuées sous la montée des eaux. Didier Guyot. C'est à 13 h cet après-midi que Bourg-Saint-Maurice enfin a pu respirer. Le pont qui donne accès à la ville, submergé hier soir par la boue, a été rendu à la circulation. Il est vrai que pendant une vingtaine d'heures, les militaires et les pelleteuses n'ont cessé leur travail, déblayant un mur de boue long de 200 mètres. On a entendu les vagues, on a eu 4 vagues successives. La 4e, elle est passée partout, elle a commencé à enlever les garages qui étaient là-bas, puis voilà. Puis c'est arrivé la boue comme ça. Ça va vite. À l'origine de cette coulée, des pluies diluviennes tombant violemment sur un sol trop sec. Et en amont, des arbres et des rochers qui font barrage et qui tout d'un coup cèdent sous la pression. En amont, on a eu un éboulement de gypse qui est tombé à l'intérieur du ruisseau, qui a fait un gros barrage. Et c'est à partir de ce moment-là, comme il y a eu une grosse trombe qui est partie dans le lit du ruisseau, a arraché bien sûr des arbres et tout a déboulé dans le bas de la vallée. Par précaution, 900 personnes ont été évacuées. Les membres d'un club de vacances et des habitants de plusieurs immeubles ont quitté les zones à risque pour trouver refuge dans la salle des fêtes et dans le gymnase. Je pense que les gens étaient assez calmes, donc on plaisantait. Il y avait une ambiance de solidarité, je pense. Solidarité. Schéma identique ou presque pour Chamonix qui s'est retrouvé les pieds dans l'eau. 5 campings, 2 hôtels et des maisons ont été évacués. En tout, 1000 personnes. Là aussi, caprice de la nature, des pluies diluviennes ont fait déborder les petits ruisseaux et provoqué la crue de larves, heureusement sans faire de victimes. Et en Chine, le bilan des inondations s'alourdit encore. 1400 personnes ont été tuées dans le sud et l'est du pays. Selon le dernier rapport officiel, des centaines de milliers d'autres sont maintenant sans abri. Des manifestations en Turquie alors que dans les prisons, les grévistes de la faim meurent les uns après les autres. 6 sont déjà morts et une dizaine d'autres sont dans un état très grave. Ils sont 300 militants d'organisations clandestines et d'extrême gauche à protester contre leurs conditions d'incarcération en faisant ainsi une grève de la faim, ce qui provoque ces manifestations en Turquie. Le putsch des militaires au Burundi, le Premier ministre a démissionné, le président Hutu est toujours réfugié dans l'ambassade américaine et l'armée a installé au pouvoir l'ancien président Buyoya, un militaire Tutsi. L'armée elle quadrille Bujumbura, des grenades ont été lancées sur le principal marché de la capitale. Éric Monnier. Et revoilà Pierre Buyoya, l'ex-putschiste, l'ex-chef de l'État burundais entre 1987 et 1993, le candidat malheureux de la première élection présidentielle libre il y a 3 ans. Pierre Buyoya, d'abord et avant tout le favori des militaires Tutsis qui viennent de le rétablir au pouvoir. Ce soir, Bujumbura est quadrillé par l'armée. Les frontières aériennes et terrestres ont été fermées. Mais les habitants, quasi exclusivement Tutsis dans la capitale, sont sortis pour exprimer leur joie. Les barrages sont à la fois extrêmement fermes, mais extrêmement disciplinés. Donc la ville est très très calme, il n'y a plus aucune circulation, tous les quartiers sont bouclés. Et la ville est très calme. Seul incident notable aujourd'hui, peu avant l'annonce du putsch, des inconnus ont jeté des grenades sur ce marché, sans apparemment faire de victimes. Quant au président déposé, le Hutu Ntimbantunganya, il est toujours réfugié à l'ambassade des États-Unis. En France, les nominations des procureurs généraux près de la Cour de cassation et de la Cour d'appel continuent de provoquer des remous. Pour Lionel Jospin, le pouvoir politique a tort. Jack Lang lui parle de décisions attristantes et navrantes. Quant à Jacques Toubon, le garde des Sceaux, il estime que cette polémique est lancée par des gens qui feraient mieux de se taire. L'ancien milicien Paul Touvier a été inhumé aujourd'hui au cimetière communal de Fresnes. Paul Touvier est mort le 17 juillet à l'hôpital de la prison de Fresnes alors qu'il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour crime contre l'humanité. Ses obsèques ont été célébrées, vous l'avez vu, dans l'église traditionnaliste de Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est dans ce genre de communauté que le responsable de l'exécution de 7 otages juifs à Rieux-la-Pape pendant l'occupation avait trouvé refuge à l'extrême fin de sa vie.
La crise de la vache folle, la cervelle et la moelle épinière de veau et d'agneau ne seront finalement pas bannies de nos tables. Réflexion faite, le ministère de l'Agriculture, après consultation des experts, a trouvé que ces abats ne présentaient aucun danger pour la santé. Et puis le prix à la production du bœuf et du mouton continue de baisser, c'est ce qui ressort de l'enquête de l'INSEE, alors que les aides promises aux éleveurs français vont être versées. 725 millions dans un premier temps seront distribués aux éleveurs de bovins au plus tard samedi. Après sa visite sur le terrain hier, Jacques Chirac réunissait aujourd'hui 17 chefs d'entreprise, des experts, des membres du gouvernement pour s'informer sur l'état d'avancement du plan pour les PME et les PMI. Ce plan, a dit M. Juppé, est opérationnel à 90% et il a confirmé la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui réinvestissent dans leurs bénéfices. Ce taux d'imposition sera de 19% au lieu de 3%. Il faut savoir que les PME et les PMI, c'est 2 400 000 entreprises en France, 10 millions d'emplois et 99% du tissu industriel. Leur taille varie de 1 à 499 salariés, mais leurs revendications sont souvent les mêmes. Plus de souplesse dans les embauches, moins de tracasseries administratives. Patrice Velay et Dominique Bonnet. Une petite carrosserie en banlieue parisienne, 8 salariés et une gestion saine. Son patron la tient à bout de bras depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, il peste contre la paperasserie à la française. Ça s'est pas arrangé du tout. On a multiplié les formulaires et on nous a fait croire que c'était pour arranger les choses. Moi, je vois rien de changer. Ils ont changé de couleur, hein. C'est vrai. Avant, je crois qu'ils étaient roses, maintenant ils sont bleus. Enfin non, on voit du changement. Autre PME, autre problème. Dans l'informatique, les temps sont durs. Ici, l'un des 5 salariés a été licencié en septembre dernier pour la première fois en 15 ans. L'affaire s'est terminée au prud'homme et la prochaine embauche n'est pas pour demain. Aujourd'hui, si je veux embaucher quelqu'un, je ne sais pas si dans un an, je pourrais licencier sans problème, sans risquer d'être traîné devant les tribunaux pour licenciement abusif. Voilà, je crois, pour moi, le problème actuel, c'est le licenciement et non pas l'embauche. Ces 2 patrons le disent, les nouvelles lois ont du mal à venir jusqu'à eux. Leur unique souci est de remplir le carnet de commandes, pas de s'informer des aides possibles. Il me faudrait certainement une formation administrative pour ça, mais la structure de l'entreprise ne me permet pas de dégager du temps qui puisse me permettre de me consacrer à la recherche, à la course aux subventions. Les PME-PMI pourraient être les premiers créateurs d'emplois du pays, c'est ce que souhaite le gouvernement. Mais ces chefs de toutes petites entreprises se sentent souvent seuls, sans la confiance nécessaire pour développer leur société. L'allocation de rentrée scolaire, elle sera de 1 000 francs l'an prochain contre 1 500 l'an dernier, le double du minimum légal au lieu du triple. Après avoir envisagé de la supprimer purement et simplement, le gouvernement a donc décidé de reconduire le principe d'une majoration exceptionnelle de cette allocation, même si elle est moins importante donc qu'auparavant. La France accueille de moins en moins bien ses touristes et ils s'en plaignent. C'est ce qui ressort d'un rapport du Conseil économique et social. Les Français sont jugés suffisants, vantards et peu hospitaliers. Par les étrangers, bien sûr. Conséquence, même si la France reste le pays le plus visité du monde, le nombre des touristes est passé sous la barre des 60 millions. C'est la première fois depuis 15 ans. Du coup, les professionnels s'organisent comme à Arcachon. Éric Perrin. Quand il ne se fait pas dorer au soleil, le touriste, qu'il soit français ou étranger, veut qu'on s'occupe bien de lui, qu'on lui dise bonjour, bref, qu'on soit gentil tout plein, aux petits soins. C'est vrai qu'ici, les gens ne parlent pas beaucoup l'anglais, mais bon, ils sont vraiment sympathiques. Être reçu comme un chien dans un jeu de quilles, on n'a pas envie de revenir. Alors que là, manifestement, être bien accueilli, ça donne envie de revenir. Bonjour messieurs, vous désirez? Un bon accueil, s'il vous plaît. Pour la 3e année consécutive, les professionnels du tourisme ont organisé l'opération Bonjour. Grâce à ce guide, l'hôtelier ou le restaurateur connaîtra le minimum des us et coutumes du client étranger. Mais savoir prononcer Auf Wiedersehen ou Thank you very much ne suffit pas. Ici, au Café de la Plage, on soigne tous les petits détails ô combien importants. Le verre d'eau servi systématiquement avec le café, la dégustation gratuite d'huîtres et en prime le sourire du patron. C'est très important aujourd'hui de prendre soin de la clientèle qu'on a peut-être délaissée pendant quelques années. Et donc on est obligé aujourd'hui un peu de rattraper parce qu'il y a eu beaucoup quand même au niveau du café, il y a eu beaucoup de pertes de clientèle, quoi. C'est un travail de longue haleine, c'est le travail dont nous avons la mission d'aller vers eux, de leur expliquer que de sourire, de dire bonjour, c'est une façon, déjà c'est un acte commercial, si vous voulez dire bonjour, c'est déjà un acte commercial. Avertissement, sans cette qualité d'accueil et de service, la France pourrait bien voir ses chiffres du tourisme se dégonfler.
On les appelle déjà les drôles de dames. Laura Flessel, Valérie Barlois et Sophie Morisset-Pichon ont réussi leur pari en finale du concours à l'épée à Atlanta. Elles ont raflé la médaille d'or. Laurent Frédéric-Bollet. L'escrime, ce sport individuel qui sait se transformer en sport d'équipe. Elles sont 3 pour un titre, 3 pour se partager l'or, 3 avec leur qualité propre. Il y a 45 touches à gagner dans une finale, le combat est forcément tactique. Ainsi, Laura Flessel, la tigresse et ses coups de patte presque meurtriers. Soit elle touche au pied et elle est la seule à faire ça, soit elle change d'avis mais reste la reine de la parade riposte, l'arme absolue en escrime. Changement de rythme. Voici Sophie Morisset, 34 ans, mère de famille. L'expérience, la sagesse. Son objectif, c'est de gagner du temps pour laisser ensuite la place aux autres et à l'offensive. Elle y réussit à merveille, calmant les ardeurs italiennes, contrant exactement quand il le faut et comme il le faut. La parole est enfin à Valérie Barlois. L'épée à la main, elle ne comprend qu'un seul langage, l'attaque. Et quand elle fait mouche, évidemment, elle touche. Moralité, sur le podium, il y a des mains qui essuient des larmes et 3 amis qui repartent avec une médaille d'or. Une pour toutes, toutes pour une. Voilà, restez bien sûr avec nous puisque dans quelques instants, ces drôles de dames seront avec Daniel Bilayon dans le journal des Jeux en direct d'Atlanta. Bonne soirée sur France 2.